Notre rêve était que les anciens ennemis travaillent ensemble et aient le même destin. Ah, si les paysans ont les mêmes joies et les mêmes peines, on aura fait un grand pas dans l'intégration politique, parce qu'il s'agit toujours d'intégration politique, c'est-à-dire de la suppression des frontières. Les 6 pays fondateurs, ils sortent de la guerre. Certains d'entre eux sont ruinés, les populations ont beaucoup souffert, et elles ont souffert de la faim. Les dernières crises alimentaires, avec des tensions sociales, c'est pratiquement le début des années 50 encore. Et donc, dans la tête de tous les dirigeants de l'époque, des dirigeants politiques, et des dirigeants professionnels aussi, c'est d'abord nourrir. Le général George Marshall, secrétaire d'État américain, lança en 1947 un appel dramatique aux peuples européens. S'ils acceptaient d'unir leurs efforts, les États-Unis leur assureraient le ravitaillement et les matières premières indispensables au redressement. On m'avait envoyé aux États-Unis avec une quinzaine de personnes, agriculteurs, de Belgique, de Hollande. On nous a promenés pendant 3 mois aux États-Unis pour regarder la politique agricole américaine. Bon, c'était un peu chiant parce qu'ils nous expliquaient comment on faisait l'eau chaude, mais enfin, ils nous prenaient vraiment pour des cons à l'époque. Hein. On est en 52. Mais ce qui était très important, c'est qu'en revenant, on arrivait à comprendre qu'un pays riche, disons, il devait avoir la bombe atomique, contrôler l'énergie nucléaire et diminuer son nombre d'agriculteurs. C'est un peu simpliste. Or, aux États-Unis, il n'y avait déjà plus que 10% d'agriculteurs et ils nourrissaient le pays et ils exportaient. Quand on pensait l'Europe avant le traité de Rome, dans les années 55-56, c'était quand même une idée extraordinairement abstraite. On n'avait pas de référence, on ne savait pas ce que c'était que de construire une région qui allait rassembler des nations. Et beaucoup pensaient que pour que ceci puisse prendre corps, il fallait lui donner de la chair. Qu'est-ce que c'était pour nous l'Europe? C'était non plus seulement une manière de ne pas faire la guerre, non plus seulement une manière de travailler ensemble, c'était une manière d'être ensemble. C'est-à-dire de constituer une communauté solidaire. On n'imagine pas ce qu'a pu être pour un type qui avait tenu le fusil et tué des Allemands, quoi. Le fait de pouvoir s'asseoir à la table et de chercher avec lui la maison commune. Ce traité de Rome a traité en même temps de l'agriculture et de l'atome. On traitait en même temps du secteur considéré comme le plus ringard de l'économie et en même temps du secteur le plus moderne de l'économie. Mais qu'est-ce qui rassemblait ces deux choses? C'est le côté sécurité, le côté stratégique. Le grenier de l'Europe était de l'autre côté du rideau de fer. Nous étions déficitaires. Et donc la préoccupation de tous les gouvernements et de la communauté de Montserrat, c'était de produire. Compte tenu en particulier de la politique américaine, avec les Farm Bills, et compte tenu du caractère agressif que les États-Unis avaient donné à leur agriculture,
ils voulaient être les régulateurs du marché mondial de la nourriture. Et au fond, dans le secret de l'esprit de ceux qui inventaient la politique agricole commune, il y avait le rêve d'être l'anti-rêve américain. Et donc on a adopté des techniques qui étaient peut-être un troc, enfin un échange, et c'était plus difficile chez nous que chez eux parce qu'il y avait un État, tandis que nous étions 6. Pour l'agriculture, tout le monde comprend qu'il faut faire une politique agricole commune. Il ne suffit pas simplement de faire les échanges de produits agricoles entre les 6 pays. Il faut faire une politique commune et pour ce faire, on décide de faire une conférence à Stresa. Stresa, c'est un grand moment de l'histoire de la politique agricole commune parce que c'est là où sont les vrais Européens, Maurice Faure, je crois qu'Edgar Faurier, il y a bien sûr M. Mansholt et tout ça. Bon. Et de ça, il ressort quand même un certain nombre de directives sur la manière dont on va mettre en place la politique agricole commune. C'est là qu'on a organisé des organisations de marché par produit qui était la méthode employée par la France. La France a joué un grand rôle dans la définition de la politique agricole commune parce qu'elle l'avait à l'époque beaucoup plus développée que les autres pays. C'est une volonté quand même à l'époque du général de Gaulle et du Premier ministre de l'époque Michel Debré d'avoir imposé une politique agricole commune de façon que la France, qui avait un retard industriel par rapport à l'Allemagne, ne soit pas perdante. N'oublions pas qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc avant, mais au moment du plan Marshall, la France avait encore 30% de population active agricole, donc c'est considérable. 30% de population active agricole, ça veut dire qu'en gros, 40% de la population française était occupée autour des questions agricoles et alimentaires. Nous ne pouvons pas concevoir, et nous ne voulons pas concevoir un marché commun dans lequel l'agriculture française ne trouvera pas des débouchés à la mesure de sa production. Et nous convenons d'ailleurs que parmi les 6, nous sommes le pays auquel cette nécessité-là s'impose de la manière la plus impérative. C'est la grande espérance des marchés communs parce qu'on va pouvoir exporter chez les voisins dont on suppose qu'ils sont affamés ou dont on suppose aussi que leur agriculture est plus en retard que la nôtre. C'est vrai pour les Allemands, surtout qu'ils sont coupés en deux et que la meilleure partie agricole est de l'autre côté. C'est vrai pour l'Italie, bien sûr. C'est vrai relativement pour la Belgique et c'est vrai beaucoup moins pour la Hollande. C'est le 2 décembre que commencera sur le fond la grande négociation agricole des 6 pays du marché commun. Pour nous défendre et nous représenter, M. Pisani va disposer de 29 jours parce que tout doit être réglé avant le 31 décembre. Pour gagner ce marathon, un ministre qui, autour d'une table, sait être un redoutable partenaire. La négociation à Bruxelles a commencé 3 semaines après ma nomination comme ministre de l'Agriculture. Je n'y connaissais rien. Soyez clair, je n'y connaissais rien. Et dans le train qui nous a conduits à Bruxelles avec mes collaborateurs du ministère de l'Agriculture et du ministère des Finances, du ministère des Affaires étrangères, j'ai dit, je ne parlerai pas. Je veux apprendre ce que c'est. Je ne vais pas donner des réponses alors que je ne les connais pas. Et je ne vais pas me tourner chaque fois vers un collaborateur pour lui demander ce qu'il faut que je réponde. De quoi aurais-je l'air? Et la négociation commence. Bien, chaleureuse, sympa. Et arrivent des questions où on se tourne vers moi, quelle est la position de la France? Et la France représentait 50% de la production européenne. Et on ne pouvait pas avancer sans savoir la position de la France. Alors j'étais obligé de répondre, en tendant l'oreille d'un côté, en parlant ici, en écoutant là, n'est-ce pas? Le système des 6, ça consiste à faire un tout avec les produits agricoles de toute la communauté, à fixer rigoureusement leurs prix, à interdire qu'on les subventionne,
à organiser leur consommation entre tous les participants et à imposer à chacun de ces participants de verser à la communauté toute économie qu'il ferait en faisant venir du dehors des aliments au lieu de manger ceux qu'offre le marché commun. On se protège un peu pour assurer le développement de la production en interne et la croissance des volumes mis à la disposition de la population. Et je crois que le système qui est mis en place est tout à fait cohérent avec ses besoins. Il est parfaitement intelligent. On fixe des prix relativement plus élevés que le marché mondial dans la mesure où celui-ci existait, c'est-à-dire plus élevés que les prix des produits agricoles américains, des céréales américaines. Et on assure ainsi aux agriculteurs européens une parfaite visibilité de leur avenir. Ils savent qu'ils auront des prix à peu près rémunérateurs par rapport au coût de production. Quand les pères fondateurs de l'Europe signent le traité de Rome, qui crée le marché commun, ils ne mettent pas l'agriculture dans le marché, ils la mettent en dehors du marché. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont cette vision fantastique qui consiste à dire, si on veut plus de guerre, il faut que les gens mangent. Et si on veut qu'ils puissent manger, il faut qu'ils mangent avec les moyens dont ils ont pour s'acheter la nourriture. Et pour ça, il faut nourrir pas cher. Et donc, on protège les gens qui doivent investir des capitaux considérables dont le retour sur investissement se fait sur une génération. Et qu'est-ce qui est rare et incroyable comme rencontre dans l'histoire, c'est que surgit au même moment une génération de jeunes et de jeunes agriculteurs qui ne veulent pas vivre comme leurs parents. Mais, chose intéressante, ils ne veulent pas vivre comme leurs parents, mais ils veulent construire un projet sur leur métier. Eh bien, Alice et moi, on n'est plus décidé à continuer toujours pareil comme tu as fait, toi, ton père et tous les vieux. On veut gagner plus et mieux vivre. Tu parles sans savoir. Des rendements que moi je n'ai jamais vus, je ne dis pas qu'on ne peut pas arriver à les obtenir. Ils en parlent de tous les côtés. Ces engrais... Les engrais. C'est cher. La semence sélectionnée. C'est cher. Le désherbant. C'est cher. Les meilleures façons culturales. Du travail et des machines, c'est encore plus cher. Tu vas voir si c'est si cher que ça. On retrouve à cette époque-là cet affrontement à l'intérieur de la paysannerie. Et ce sont les jeunes qui ont gagné. Ils ont gagné parce que là aussi, ils ont été compris et soutenus par les dirigeants politiques de l'époque. Et en particulier, bien sûr, le plus illustre d'entre eux, le plus connu, qui est Edgar Pisani. Edgar Pisani a très bien compris qu'en s'appuyant sur ces jeunes agriculteurs modernes, il pouvait faire deux choses. D'une part, préparer l'agriculture à l'affrontement concurrentiel des autres agricultures européennes et réussir le marché commun. Tous les mois à peu près, j'avais une veillée chez moi après dîner avec les jeunes agriculteurs pour élaborer une politique qui fut productiviste, elle le serait naturellement, mais qui fut en même temps structuraliste, si vous voulez. Et personne ne savait les concessions que moralement, intellectuellement, honnêtement, nous nous étions faites. Nous avions accepté qu'elles ne pouvaient pas, elles n'avaient pas leur place dans le tableau dans lequel nous vivions. Nous construisions ensemble et nous ne pouvions pas exiger, ils ne pouvaient pas, jeunes agriculteurs, exiger des choses qui feraient tout capoter. Et ça a donc été un moment absolument éblouissant de coopération entre le tuteur, le ministre, et les agriculteurs. L'intelligence des responsables politiques de l'époque, c'est-à-dire de ceux qui entouraient le général de Gaulle en 1958, ceux que l'on appelait les modernisateurs, Michel Debré, Dupont-Fauville, Simon Nora, ces gens-là, ça a été de comprendre que
toute modernisation de la paysannerie, de l'agriculture, c'était la possibilité d'utiliser des paysans ou des fils de paysans dans le développement industriel. Le monde agricole sortait de son isolement et la façon politique qu'il avait de sortir de cet isolement et d'en faire quelque chose de positif et non pas d'une disparition, c'était l'idée de parité de revenus. Nous voulons être à égalité de dignité, de revenus, de reconnaissance du reste de la société. Et cette parité, elle doit nous être garantie par l'État. Assurez-nous des prix et nous, nous assurerons l'approvisionnement. Ce qui était un vrai deal. Et ce deal construit à la française, dans des termes et dans une conjoncture historique propre à la France, a fait le lit de ce qui est devenu la politique de soutien des prix à l'échelle européenne. Tout ça a été porté par Bruxelles. De plus en plus, il devenait évident que le soutien des prix avait un sens lorsqu'il s'agissait d'une agriculture d'un certain niveau de productivité. Les prix agricoles, et on a peut-être du mal à le réaliser aujourd'hui, les prix agricoles à l'époque ne sont pas fixés par le marché. Ils sont fixés par les responsables politiques, c'est-à-dire par les ministres de l'Agriculture, des 6, puis après des 12, qui se réunissent et qui fixent les prix. Lorsque j'étais ministre, en 86, je me rappelle très bien, dans mon dossier, il y avait à peu près une cinquantaine de prix agricoles qui devaient être fixés par le Conseil des ministres. Coup d'envoi difficile cet après-midi à Bruxelles du marathon sur les prix agricoles européens. Il s'agit de fixer les nouveaux prix des produits de la terre. Traditionnellement, c'est toujours une négociation exceptionnellement compliquée, car cette fois, l'Europe, c'est pas une abstraction, c'est du concret. Et on ne trouve jamais le tarif idéal qui satisferait à la fois les paysans allemands, italiens ou français. Ces discussions d'augmentation de prix, compte tenu des inflations différentes, les montants compensatoires et tout, ça durait 2 ou 3 mois. Et c'est ce qui aboutissait bien souvent au marathon de nuit, qui se terminait fort tard à certains moments, parce que ça devait se terminer avant la fin de juin. Et durant toute cette période-là, la profession agricole organisée faisait pression auprès des pouvoirs publics et des décideurs pour qu'il y ait une augmentation la plus forte possible. Alors les marathons de Bruxelles sont très connus, ça durait jour et nuit. On nous distribuait du whisky à partir de minuit. Moi, je n'ai jamais pu le confirmer, mais j'ai toujours pensé qu'on nous donnait du bromure pour calmer un peu les énergies. Mais enfin, on arrivait avec cette habitude détestable, parce que la fixation des prix était annuelle, donc c'est tous les ans qu'il fallait se battre là-dessus. Une négociation comme la négociation agricole est une négociation à 2 niveaux. Il y a les intérêts agricoles et puis il y a le jeu diplomatique. Et ils ne sont pas nécessairement en harmonie l'un avec l'autre. Ils jouaient de l'agriculture pour obtenir autre chose ailleurs, ils jouaient des choses ailleurs pour obtenir en agriculture. C'était un jeu avec 2 cours de tennis sur lesquels on jouait alternativement. Je rentrais d'une négociation à Bruxelles et il y avait une foule, 5000, 6000, dans un immense pré comme ça, etc., etc. Et je rends compte de la négociation, c'était sur les produits laitiers. Et je dis un certain nombre de choses sur la manière de gérer les troupeaux. Et au pied de la tribune, un type me dit à haute voix, « Tu ne vas pas tout de même nous apprendre à traire les vaches, non ?» Et sa voix monte dans le micro qui est au-dessus, qui était mon micro, et la foule explose de rire. Voilà, un rire inextinguible. J'attends que ça passe, quoi. Et je lui réponds calmement, quand ça se calme, je lui réponds « Oui, mais quand t'as ton lait dans le bidon, qu'est-ce que t'en fais?
tu le mets au bout du chemin, et après, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Ben c'est moi. Et la foule a applaudi avec le même enthousiasme le ministre que le vacher. C'est ça la politique, vous comprenez, c'est vivre autrement le même problème. Aujourd'hui, vendredi 28 juin, nous venons de terminer la dernière session de ce semestre, qui est en même temps la dernière session de la présidence française du Conseil des ministres de la Communauté européenne. Et nous avons la satisfaction de dire que nous avons accompli notre tâche et que nous avons exécuté notre contrat. En effet, nous avons terminé tous les règlements nombreux concernant par exemple les céréales, le sucre, les matières grasses, les produits oléagineux, les fruits et légumes qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet. Et surtout, nous avons pu régler le problème capital, le problème essentiel des produits laitiers et de la viande bovine. Il ne fallait pas se tromper de 5 centimes sur le prix du lait parce que c'était le salaire des paysans et leur capacité à investir un peu. Bon, on était dans le début des 30 Glorieuses, ils étaient comme les copains, ils voulaient avoir la télévision et l'eau sur l'évier. Monsieur GN exploite 34 hectares en fermage dans le pays d'Auge, en Normandie. Pourtant, sa ferme n'est vraiment moyenne que par la superficie. En quelques années, il l'a modernisée plus que beaucoup d'autres d'importance égale ou supérieure. Ces 25 vaches laitières pourront bientôt se nourrir seules, sous un hangar de stabulation libre, en cours d'installation. Madame GN a tenu à doter la maison d'aménagements confortables. Elle peut consacrer plus de temps à ses enfants, depuis la construction d'une salle de traite mécanique dont son mari s'occupe seul et qui la libère de la corvée de la traite à main, matin et soir. C'est très politique, la politique agricole, parce que c'est une partie de l'économie essentielle à l'époque, et à mon sens toujours essentielle aujourd'hui, entièrement organisée par l'État, par les pouvoirs publics. La protection aux frontières, la garantie du revenu, l'écoulement des produits, les excédents et leur stockage. C'est la communauté, enfin les États et ensuite la communauté. La même Europe stocke, prélève, résorbe, corrige, soutient, freine, normalise, tente d'infléchir et d'orienter le marché du lait et des produits laitiers. Les agriculteurs, ils sont en France les défenseurs acharnés d'une Europe qui ne fait pas courir les foules. Mais le marché commun agricole a changé le visage de leur profession, il a élargi ses frontières et augmenté les débouchés, et depuis que l'Europe verte existe, les paysans français vivent mieux. D'une façon globale, je crois que depuis l'ouverture du marché commun, le revenu agricole s'est nettement amélioré et il en avait besoin, mais il reste malgré tout encore loin de compte par rapport aux nécessités des familles paysannes. Arrive 68 et Mansholt, sentant qu'avec ce prix relativement élevé, on va vers des excédents. Est-ce que ces excédents vont coûter très cher, etc. De commissie heeft dus zojuist aan de ministerraad een uiteenzetting gegeven. Et là-dessus, il lance le plan Mansholt dans lequel il dit les agriculteurs doivent obtenir le même revenu que les autres, enfin que la moyenne des salaires dans une région donnée, et cela ne pourra pas être obtenu par une augmentation continue des prix, car nous sommes déjà à un niveau élevé, donc il faut l'obtenir par la modernisation, par l'amélioration de la productivité, la modernisation de la production agricole. Il dessine donc une nouvelle étape de la politique agricole commune, toujours conçue comme une politique publique, mais avec
un rapprochement progressif du marché. Pour cela, nous avons trop d'agriculteurs. Déjà dire ça publiquement, c'était, vous imaginez, encore aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas d'ailleurs, c'est presque l'inverse. Mais enfin, le dire politiquement, c'était d'un courage considérable. Et pourtant, c'était vrai. Ça a fait l'effet d'une bombe, d'une véritable bombe, parce que ça a provoqué chez un bon nombre de paysans, d'agriculteurs, le sentiment qu'ils étaient embarqués dans un mécanisme où ils allaient être de plus en plus en concurrence avec les autres, donc contraints de faire de plus en plus d'efforts, d'investissements, d'amélioration de la productivité, sans que ce soit eux qui le décident vraiment, puisque c'était le chef bruxellois qui venait leur dire ce qu'il fallait faire. En Allemagne, il y avait des manifestations violentes contre Mansell, vraiment très violentes. Mansell a dit, moi je vais participer à une manifestation, je vais aller en Allemagne. Il nous a donné un hélicoptère et nous atterrissons au milieu de la foule. On nous entoure avec des calicots morts à Mansholt, on veut pas ça, on veut pas ça, bon. Et Mansholt sort de l'hélicoptère et lit les calicots tranquillement pendant 2-3 minutes, sans dire un mot. Il s'avance vers le premier rang en disant vous avez une ferme, parlons-en, allons dans la ferme qui est à côté, etc., etc. Et là, sa question c'est est-ce que vous avez un fils? Oui. Est-ce qu'il veut rester en agriculture? Réponse gênée de l'agriculteur, non. Pourquoi? Parce que c'est trop petit, parce que c'est pas confortable, parce qu'il n'y a pas de cuisine, parce qu'il ne trouvera pas de femme, etc. Toute la problématique du plan Mansholt était là. Donc les jeunes agriculteurs, avec qui j'avais des relations un peu privilégiées, commençaient à penser qu'il ne fallait pas s'occuper du problème des prix, il fallait s'occuper du problème des structures. Et que tant qu'on n'allait pas arriver à diminuer le nombre des agriculteurs, on ne s'en sortirait pas. Il était clair que 2 millions de fermes, c'était trop. Il était clair que pour accroître la production, la productivité de l'agriculture française, il fallait des instruments, il fallait des pratiques que de petits fermiers de 2 hectares ou de 5 hectares ne pouvaient pas s'offrir. Et donc nous avons pris le risque de voir disparaître des exploitations. Il en est disparu beaucoup plus que nous ne l'imaginions. Et je veux dire, j'ai un peu honte de n'avoir pas su prévoir le bouleversement que cela provoquerait. Le système s'est emballé. Le système est devenu fou. Parce qu'on est devenu excédentaire. On produit plus que nos besoins dans un certain nombre de grands produits, les céréales, la viande bovine et le lait, ce qui est quand même considérable. Aucune des mesures de prudence qui concernait donc la maîtrise de la production pour qu'il n'y ait pas trop d'excédents, aucune de ces mesures n'a été à l'époque acceptée par les ministres. Nous avions un dispositif d'intervention, c'est-à-dire de stockage. Qu'est-ce que ça voulait dire? Toute quantité produite que l'agriculteur ou la coopérative ne pouvait pas écouler sur le marché interne ou externe avec des subventions, était achetée par le FEOGA, était achetée par la communauté, sans limite, sans limite. Nous avions tellement en tête les risques de pénurie de la guerre que nous avons peut-être été pêchés un peu par
pessimisme vis-à-vis de la production agricole et que nous avons mis en place une politique agricole commune qui était très favorable à l'augmentation de la production. Et du coup, on a eu très vite des crises d'excédents dans un certain nombre de domaines. Les excédents se portaient surtout sur les produits laitiers, beurre et poudre de lait. Or, c'était le secteur où le poids politique des agriculteurs était le plus élevé en France. 1 million de tonnes d'excédents non vendables de poudre de lait et 1 million de tonnes d'excédents non vendables de beurre. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était les achats publics financés par l'Europe pour éviter l'effondrement des prix. Et l'hyper-incitation productiviste dans laquelle nous vivions poussait à produire toujours plus, même s'il n'y avait pas de clients. Et le seul client possible, c'était l'Union soviétique, qui était toujours en famine, mais qui voulait nous payer tout ça, le 5e ou le 6e du prix que ça avait coûté. Et donc on ne vendait pas, parce que tout de même... En tant que directeur du FEOGA, quand j'ai pris mes fonctions en 85, je dépensais 565 000 francs à la minute. À la minute. Vous savez ce que c'est? Et 565 000 francs nouveaux, hein, je ne vous parle pas des francs de 58. Nous exportions avec des subventions à l'exportation parce que nous étions riches. Nous avions un budget communautaire qui était ouvert à tous. Il n'y avait pas de limite. Il fallait donc qu'à un moment donné, ce dispositif change. Et c'est parce qu'on ne l'a pas réinventé qu'on est allé de compromis en compromis. On a transformé le système en auberge espagnole, c'est-à-dire que tout le monde après amène de quoi faire sa soupe à l'intérieur et de compromis en compromis, on complique les problèmes. Je crois honnêtement que ce que nous avons fait à l'origine avec les collègues ne pouvait guère être différent de ce qu'il a été. Mais en revanche, je crois profondément que le monde changeant et l'Europe changeant de composition en particulier, il aurait fallu changer complètement de politique.